tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, cet après-midi, nous continuons notre série de conférences 2022-2023 Interconnexion. Donc, avant d'entamer le tout, nous remercions comme toujours l'Association d'études juives canadiennes, le Vered Jewish Canadian Studies Program à l'Université d'Ottawa, le Huron University at Western, le microprogramme en études juives de l'Université de Montréal et la FAICUM pour leur soutien. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux membres du collectif JDIT. Excusez-moi, ma page a disparu. Donc, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux membres du collectif, comme je disais, Valentina Gadi, qui est doctorante en sociologie à l'Université de Montréal, et Valérie Irtanucci-Douillard, qui est doctorante spécialisée en études juives au département des sciences des religions à l'UQAM. Et elles vont nous présenter une conférence sous le titre des femmes juives aux antipodes, quelques réflexions à partir d'une havruta académique. Donc, la présentation, comme d'habitude, va être d'une quarantaine de minutes, suivie d'une discussion avec le public, bien sûr en français. Puis, je vous cède la parole, les filles. Merci. Je vais faire aussi de la technique, donc je me filme. Et je vais aussi partager mon écran, parce que nous avons un PowerPoint. Est-ce que vous voyez ma présentation? Notre présentation. Excellent. Donc, bonjour à tous et à toutes. Comme vous l'avez peut-être lu dans les résumés, la présentation d'aujourd'hui découle d'une havruta académique que moi et ma collègue Valérie Irtanucci-Douillard, nous avons mise en place en 2021 afin de travailler ensemble certains des textes théoriques clés autour du concept du genre, ou que nous estimons clés. Nous avons lu en ordre dispersé Judith Butler, Jean Scott, François Héritier, Elsa Dorlin, Christine Delphi et plusieurs autres, comme Alexandre Baril ou Éric Fassin, par exemple, qui nous ont aidés à décortiquer ensemble ces concepts. Donc, pour étudier ces textes, nous nous sommes inspirés de la technique de la havruta, c'est une technique d'apprentissage juif traditionnellement liée à l'étude du Talmud, qui implique l'interaction, les dialogues et les débats entre deux partenaires, généralement masculins. Nous nous sommes alors posé des questions, défiées sur telle ou telle interprétation, ainsi que commencé à envisager comment ces théories auraient pu nous aider ou pas dans le cadre de nos recherches respectives, qui à l'époque étaient encore quelque peu embryonnaires. Donc, après 2 ans, nous avons saisi l'opportunité de ces cycles de conférences Interconnexion pour renouer cette connexion et voir comment, suite à nos lectures, nos recherches empiriques et nos analyses, les résultats préliminaires de nos recherches pouvaient être, encore une fois, remis en dialogue. Donc, l'objectif aujourd'hui est double. Premièrement, si les femmes juives que nous rencontrons et dont nous parlons, donc des femmes orthodoxes, modernes et libérales en France, dans les cas de Valérie, et des femmes chassidiques, dites aussi ultra-orthodoxes, mais je n'utilise pas ces termes au Québec. Donc, comment, si ces femmes peuvent paraître aux antipodes quant à leur manière de faire et parler du genre, nous souhaitons illustrer aussi comment des éléments de continuité peuvent être retracés. Et deuxièmement, aujourd'hui est aussi pour nous l'occasion de voir comment nous nous sommes appropriés des mêmes outils théoriques ou des outils théoriques similaires pour en faire quelque chose sur le terrain à partir d'approches méthodologiques qui, on les verra, sont quelque peu différentes. Donc, c'est l'occasion de voir comment, à partir de ces bagages théoriques communs, nos réflexions ont évolué suite à l'enquête et aussi peut-être quelquefois bifurqué. Donc, pour faire cela, il est d'abord nécessaire de clarifier sur quoi portent nos travaux. Donc, avant de laisser la parole à Valérie, on va fonctionner aujourd'hui en dialogue pour continuer avec cette technique. Je vais commencer par vous expliciter ma question de recherche en esquissant également la trame théorique qui s'étisse en arrière de mon travail. Donc, ma thèse porte sur la constitution du genre féminin chez les femmes juives chassidiques de Montréal. Elle repose sur une approche ethnographique et s'appuie sur 3 années de terrain, environ entre 2019-2020 et 2022-2023, dans les quartiers d'Outremont et du Myland où les communautés juives chassidiques montréalaises résident. J'adopte une cadre théorique structurée autour du concept de genre, saisi au croisement des études féministes et de la microsociologie, pour explorer comment ces femmes
font le genre au quotidien? Donc, ça, c'est ma question de recherche. Comment les femmes chassidiques font le genre au quotidien? C'est donc les genres féminins qui m'intéressent et je les définis comme l'émergence des pratiques corporelles performées par les femmes dans leurs interactions et leurs négociations publiques, privées et intimes. Au fil du travail, j'adopte une posture féministe phénoménologique qui s'inspire donc des Beauvoir, Camille Fradot-Métry et Iris Marion Young, c'est-à-dire ancrée dans le vécu des femmes rencontrées, tout en partant du présupposé que les genres constituent une performance, une activité stylisée et répétée dans le temps. Je me réfère donc à Judith Butler-Lanza, qui est aussi une féministe, une philosophe phénoménologique à la base. Sociologiquement, parce que je suis un doctorat en sociologie, cette approche résonne avec l'idée interactionniste du genre en tant qu'arrangement, et donc je me réfère aux travaux des Goffman, et plus encore avec l'idée ethnométhodologique du genre en tant qu'accomplissement, faire. Et je me réfère au fameux article de West et Zimmerman de 87. Donc, les données ethnographiques, pour moi, et selon la littérature, sont les seules capables de saisir les genres en train de se faire. Donc, cette idée de en train de se faire, cette progression, cette tendance vers le futur, résonne avec l'approche ethnométhodologique du doing gender, de faire le genre. Donc, à travers ces données ethnographiques, j'espère montrer les assemblages multiples qui configurent le féminin au sein des communautés chassidiques au-delà de la seule variable ethno-raciale. Donc, pour moi, des catégories comme l'âge, le capital social, le capital culturel, les capitales économiques, il faut les ramener dans la conversation pour comprendre comment le genre est fait au quotidien par ces femmes. Donc, ces données permettent aussi de retracer comment les pratiques quotidiennes genrées sont articulées dans un cadre discursif qui invoque souvent l'origine divine de la nature féminine. Et cela n'empêche la réverbération de certains discours féministes au sein de ces communautés qui donnent lieu à des pratiques d'appropriation, réarticulation ou résistance de la part des femmes avec lesquelles je parle. L'assidisme, orienté autour du respect des commandements, des mitzvot, est à inscrire dans les silages de la tradition discursive de ces mouvements, est à inscrire dans les silages de la tradition discursive de ces mouvements piétistes, et devient alors un site fertile pour analyser comment le corps des femmes devient un site de tension pour le maintien des frontières ethno-raciales juives, tout en montrant la porosité des sensi. C'est dans ces exercices que prend forme l'agentivité des femmes que je rencontre, qui par leur performance du genre contribuent ainsi à reproduire, mais aussi à redéfinir la judéité. Je laisse maintenant la parole à Valérie pour qu'elle nous introduise ses recherches. Merci Valentina, et puis je voulais remercier aussi Alexandra qui a organisé tout cet ensemble de conférences et qui nous permet de partager. Alors moi j'en suis au début de mon travail. Le titre provisoire de ma thèse est Rôle et fonctions religieuses au féminin dans les courants juifs dits libéraux et orthodoxes en France, analyse de discours de 1990 à maintenant. Mon objet de recherche porte sur le phénomène des femmes juives pratiquantes qui s'émancipent des traditions juives en exerçant des fonctions et des rôles religieux jusque-là réservés aux hommes dans la sphère publique depuis les années 90 en France, acquérant ainsi des rôles de leadership. Alors aujourd'hui, je n'évoquerai que le cas des femmes juives issues des mouvements de stricte observance français, comme la psychosociologue Alif Benayoun les nomme, plutôt non consistoriaux. C'est un courant qui est minoritaire, très diversifié. La géographe Edelstein parle d'une nébuleuse de mouvements qui dessine un continuum allant du judaïsme proche de l'orthodoxie moderne jusqu'au courant qualifié d'ultra-orthodoxe. Celui dont je parle aujourd'hui s'inscrit plutôt dans la mouvance autonomée orthodoxe moderne. La sociologue Martine Cohen la caractérise dans son dernier livre, Fin du franco-judaïsme, comme un courant qui est ouvert au savoir profane, tout en restant dans le cadre de la loi juive en vue de la rendre acceptable. Cohen l'inscrit dans le courant de l'orthodoxie éclairée qu'elle fait remonter à l'école d'Orsay, créée en 1946 et héritière de la Haskalah. Ce courant, là encore, est très divers, nous dit-elle, et je vais plutôt évoquer ici l'aile qui gage sur une évolution des mentalités à partir de la multiplication des études, de stratégies de légitimation des discours religieux et de visibilisation pour frapper les esprits et banaliser la place des femmes dans des rôles et voire dans des fonctions religieuses.
Donc là, je viens de vous situer brièvement le courant dont je vais parler et je vais enchaîner directement sur mon objet de recherche et les enjeux qui sont sous-tendus avant de redonner la parole à Valentina. Donc ma recherche consiste à réaliser une analyse comparée de discours produits par des femmes pratiquantes autour de différentes catégories comme femmes, féminin, féminisme, genre, rabbin, pouvoir, etc. Le corpus est constitué de discours produits sur différents supports qui vont du livre aux réseaux sociaux en passant par des entretiens, des conférences, etc. Et je procède en ce moment à l'élaboration de ce corpus qui prend en compte la spécificité de ceux issus des réseaux sociaux requérant un consentement. Pour effectuer cette analyse, j'adopte un point de vue socio-historique et des perspectives féministes. Pour cela, je mobilise le concept de genre également, constitutif des rapports sociaux et des rapports de pouvoir, comme catégorie d'analyse et en tant que dispositif organisationnel. Je convoque différents concepts et différentes théories féministes, soit issues de la phénoménologie féministe, par exemple pour le concept d'espace, soit du féminisme matérialiste pour la division genrée du travail et la conception du pouvoir, ou encore les théories de Mahmoud sur la capacité d'agir des femmes en dehors des conceptions libérales et occidentales. Les principales approches en analyse du discours qui me semblent utiles dans mon cas sont celles qui vont prendre en considération la dimension situationnelle permettant une interprétation et qui considèrent que toute pratique discursive provient d'une pratique sociale. Donc, cette démarche m'a conduite à considérer tout particulièrement deux axes de réflexion. En premier lieu, celui du discours. Il s'avère que les femmes que je vais suivre s'exposent en public en délivrant des propos, des discours à un auditoire plus ou moins large et à travers un panel étendu de supports. Or, le discours, qui est un lieu traditionnel d'enjeu de pouvoir, qui est investi par des femmes, bouscule l'ordre établi. L'activité de production de discours déjoue les mécanismes de pouvoir et d'autorité qui ne leur permettaient pas d'être visibles et présentes jusque-là. Ainsi, elles occupent le champ des médias et du cyberespace, ce qui leur permet de s'emparer du discours religieux et de modifier le rapport au religieux. Car d'une part, du fait de leur implication, les systèmes religieux subissent des transformations structurelles, et d'autre part, par la production de discours médiatisés, une légitimation s'opère, concurrençant les institutions. L'autre axe de réflexion qui m'intéresse, c'est celui portant sur la dualité espace public et espace privé. Cet axe soulève plusieurs aspects parfois paradoxaux. Le premier concerne la ségrégation spatiale qu'on peut observer dans les sociétés de manière générale et dans les organisations plutôt patriarcales, qui va distinguer un espace qui est privé plutôt réservé aux femmes et un espace public plutôt réservé aux hommes. Le deuxième aspect est celui qui distingue dans une société laïque comme l'est la France un domaine public laïque et sécularisé et un domaine privé dans lequel doit se cantonner le religieux. Selon Portier, on assiste à une privatisation du religieux pour une neutralisation de l'espace public, et c'est ce qu'a vécu la communauté juive en France depuis son émancipation en 1791, l'obligeant quasiment à restreindre sa judaïté à l'exercice de la part religieuse de son identité, voire à se déjudaïser pour une meilleure assimilation au sein de la société française. À l'époque contemporaine, un ensemble de lois a été adapté de 2004 à 2016 pour les plus importantes, qui bousculent la séparation privée-publique, qui, pour Portier encore, renforce une laïcité universaliste et culturalisée, entraînant par là même une publicisation du privé qui restreint la liberté religieuse et individuelle. Enfin, le dernier aspect relève des caractéristiques des discours numériques dont je vais m'occuper à partir des réseaux sociaux, qui déconstruisent la traditionnelle opposition privée-publique pour en reconsidérer les frontières. Alors, tout d'abord, les réseaux numériques envahissent, on voit qu'ils envahissent la vie privée, ils la modifient, ils la rendent publique, ce qui transforme la nature de ce qui est échangé et qui appartenait avant au domaine privé. En effet, la visibilité de ces réseaux sociaux, rendue possible grâce à une accessibilité plus facile, plus fluide et simple, change la nature des discours qui s'y tiennent et font entrer un regard public au sein d'espaces conversationnels autrefois confinés, nous dit Cardon. Ainsi, les subjectivités prennent place dans l'espace public. Par ailleurs, les réseaux sociaux offrent une palette de mobilisation nouvelle et diversifiée des individus,
Ceux-ci peuvent se métamorphoser en activistes sociaux intervenant alors dans l'espace public. Enfin, le modèle de communication se transforme parce que d'une part, les échanges d'informations ne sont plus descendants, hiérarchisés et verticaux, mais ils deviennent horizontaux, de pair à pair. Et d'autre part, le modèle de communication modifie le format d'écriture devenu plus court, illustré et au contenu plus dense. Donc on peut voir combien les discours ayant pour thème le fait religieux, émanant de femmes en position de leadership religieux, s'exprimant dans l'espace public, bousculent les cadres, les normes, les structures, les systèmes et les organisations. Voilà, j'en ai fini pour mes approches et mes enjeux qui viennent d'être énoncés. Et quels sont les tiens, Valentina? Alors, merci Valérie, comme je l'ai mentionné, j'adopte une approche ethnographique. Concrètement, d'un point de vue méthodologique, cette approche combine des observations participantes et non participantes ainsi que des entrevues avec une trentaine de femmes de diverses communautés chassidiques montréalaises. Il est difficile de quantifier précisément ce travail et dans ma thèse, je propose de faire cela en retraçant ce que j'appelle des scènes ethnographiques auxquelles j'ai pu assister lors de mes observations. Pour vous donner quelques exemples des scènes, j'ai participé à des sorties au parc, des sorties à la piscine, des sorties dans des cafés ou des restaurants cachers. J'ai mis une photo. J'ai pris des cours privés avec certaines de ces femmes, des cours de peinture, des cours d'entraînement physique qui se passent dans des maisons privées. Je suis sortie avec certaines d'entre elles pour faire du magasinage sur l'avenue du Parc, donc dans les quartiers, mais aussi dans des centres commerciaux au centre-ville. J'ai participé à des mariages, des Shiva Barakot, des Brit Mila ou Bar Mitzvah. Je suis allée au cinéma, au théâtre. J'ai aussi passé beaucoup de temps au téléphone les soirs à discuter avec ces femmes, soit de notre journée, soit des questions un peu plus intimes, personnelles. Bref, la liste est longue. Donc, en plus de cela, j'ai aussi mené avec ces femmes entre 1 et 4 entrevues pour discuter plus précisément de certains aspects liés à ce que j'avais pu observer lors de mes observations participantes et des enjeux qui sont au fur et à mesure devenus importants dans le cadre de la thèse. Donc, des enjeux en lien avec l'objet général de la thèse, comme par exemple, dans certains moments, la question de l'amour ou, comme on le verra, la question, le rapport au féminisme. Dans le cadre d'un cycle de conférences qui réfléchit, entre autres, à la construction du savoir, je tiens à souligner les implications éthiques de ce type d'approche qui, comme vous l'aurez compris, repose largement sur un réseau d'interconnaissances, voire parfois d'amitié, qui s'est développé au fil des années. À raison de plusieurs engagements personnels qui ont créé les conditions des possibilités de mon enquête, comme le fait d'habiter dans les quartiers, le fait d'être marié à un homme juif, le fait d'être dans un parcours de rapprochement au judaïsme, ou par exemple d'avoir enseigné dans une école chassidique pendant 2 ans. Je ne revendique pas l'amitié comme méthode, comme certains ethnographes font, mais je ne peux pas m'empêcher de constater, comme le fait Christian Papineau en reprenant les mots de Pierre Bourdieu, que la relation d'enquête est aussi une relation sociale, et que plus précisément, dans mon cas, la relation d'enquête est aussi parfois une relation d'amitié. Et je reprends ici le titre d'un article de l'anthropologue Mélanie Duclos. Être au clair avec cela implique une vigilance constante sur le terrain, pendant l'écriture et après l'écriture, afin de jamais oublier les responsabilités qui découlent d'une telle relation. Concrètement, signifie ne pas rédiger certaines notes quand on demande de ne pas le faire, rappeler à mes interlocutrices de temps à autre que oui, je suis leur amie, mais je suis aussi en train de faire une enquête. Signifie partager mes analyses et quand cela c'est possible, mes écrits. Signifie aussi ne jamais oublier que malgré ces relations d'amitié, je n'appartiens pas à ces communautés et que dans celles-ci prend place dans ces relations d'amitié prend place dans des situations d'asymétrie des pouvoirs, comme nous le rappelle Sarah Ahmed. Dans le cadre de ma recherche, ces asymétries des pouvoirs se jouent particulièrement autour de la notion du genre, qui fait aussi l'objet de ma recherche, et vont donc teinter la plupart des interactions que j'ai eues avec les femmes avec lesquelles je discute et que j'interpelle. Non pas parce que, selon une certaine perspective féministe, je détiendrais plus de pouvoir qu'elles de manière absolue, mais parce que, plus précisément, les rapports de genre constituent un élément de tension centrale entre les femmes et les hommes de ces communautés et tous ceux qui, selon elles, se situent à l'extérieur. Donc, le genre est à la fois un élément de tension à l'intérieur de la communauté, mais aussi c'est un élément de tension entre les personnes de la communauté et la communauté extérieure.
ce qu'elle-même définit the outside world. Dit autrement, les femmes avec lesquelles je discute sont à des différents degrés conscients que les regards portés sur leur communauté et plus en particulier sur elles les jugent en raison du rôle qu'elles incarnent et que ces rôles est en décalage par rapport à ce qui est attendu d'elles et en général des femmes au Québec au XXIe siècle. Cela leur est rappelé, par exemple, par la prolifération des séries télé qu'on peut voir concernant les femmes orthodoxes, les femmes chassidiques en particulier, et notamment souvent présentées sous le cadre de la sortie, mais aussi dans des interactions quotidiennes dans les quartiers quand elles se font interpeller, par exemple, en leur demandant pourquoi elles ont autant d'enfants lorsqu'elles sont au parc avec leurs fils. Donc, je passe maintenant à la présentation des quelques résultats des recherches pour mieux illustrer ces propos. Donc, alors que je discute du féminisme avec Elisabeth, une femme de la communauté Vishnite dans la soixantaine, elle me dit, et je cite, "The minute you say feminism, you are bringing in the outside world. And the outside world is that everything is completely and absolutely equal, even if it isn't. And it is stupid, I'm sorry, but it's so senseless. Things are not equal." Elisabeth est très au courant, elle est consciente que ces affirmations ne sont pas, et je la cite, politically correct. Elle me l'a dit à plusieurs reprises alors qu'on discute. Et elle s'excuse de cela. Elle rigole toujours un peu quand elle lance ces affirmations dans lesquelles elle croit. Donc, la plupart des femmes que je rencontre voient le féminisme comme l'affirmation de l'égalité homme-femme. Et cette égalité effacerait toute différence. Et cela est pour elles absolument incompatible avec la manière dont elles envisagent non seulement les rapports de genre, mais aussi le monde en général. What is feminism? I want to do what the men do. I don't want to do what the men do. I don't want to do what the men do. I want to do what women do. I don't care with, you know? Ça, c'est ce qu'une autre femme, Rana Satmar, qui est là autour de 70 ans, me dit lors d'une autre entrevue. Une autre femme de la communauté Beth, Rachel, elle me dit de son côté, elle reprend cette idée de equal rights. Donc, lorsqu'on parle de féminisme, c'est toujours la question de equal rights, des droits égaux entre hommes et femmes qui revient. Je la cite, "The equal right is killing the world because no one honors who we are. We are not equal. It's not that one is better than the other, but they are different and both are needed, like two pieces of a puzzle." Donc, si les féminismes est cadré de cette manière comme quelque chose devient de l'extérieur qui serait incompatible avec les valeurs juives telles qu'elles les interprètent, le mot féminisme n'est pas refusé tout court. On n'est pas dans un anti-féminisme, mais plutôt dans un contre-féminisme, counter-féminisme. Et je reprends ici les mots de Bonnie Morris dans son analyse de la production littéraire par et pour les femmes chassidiques Lubavitch aux États-Unis dans les années 80. Les mots contre-féminisme décrivent une posture qui se rapproprie de l'idéologie féministe d'une manière qu'elle s'aligne avec les valeurs et la vision du monde des femmes chassidiques. Pour revenir à mon terrain, le mot féminisme n'est pas refusé tout court. Il est réarticulé et souvent, les femmes font ça en faisant référence à la notion du féminin. Tant que parfois, je n'étais pas certaine lors de nos conversations si elles étaient en train de parler de féminisme ou de féminité ou si elles étaient juste en train de mélanger les mots. Donc, parfois, ça m'a même arrivé de les corriger ou de demander, je ne suis pas vraiment en train de parler de féminine, je parle de féminisme. Elle me disait, mais plus ou moins, c'est la même chose. Par exemple, Elisabeth, elle affirme toujours que in the Jewish world, feminism means being feminine and appreciating and celebrating the fact that you are a woman. It is in no way related to men. Mais après, elle me dit, I'm not a man. I have a nurturing ability. I have an extra understanding. Donc, l'idée de féminisme rejoint l'idée de féminité. L'idée de féminité est rattachée finalement pas seulement à la capacité, comme dans ce cas-là, d'avoir des enfants, mais de prendre soin des enfants, l'idée de nurturing. Elle apporte aussi une autre nuance qui différencie, selon elle, les féminismes tels qu'elle le conçoit et les féminismes qui viennent de l'extérieur. Les féminismes de l'extérieur, elle me dit, it's very loud and it's very aggressive and it's very in your face and we don't believe in that.
that is not feminine from the Jewish point of view. Feminine from the Jewish point of view, it's much quieter. Une autre femme, Hannah, que j'ai nommée tantôt, et qu'elle elle a 70 ans, elle me dit aussi, in my community, in my house, in my home, I'm a feminist, you know. I have my things that I want, that I really want. And je lui demande, c'est quoi ces things, c'est quoi ces choses que vous avez? Elle me dit, I feel respected. I want the respect. I want the recognition for what I do in the house. I need help from my husband as much as I can. You know, with big houses like this, we can't both be the earners. So it's his responsibility to do it. And I can't go to synagogue every day. I don't know how many times. I bake. It's my privilege to bake the challahs. For me, it's such a beautiful experience, baking the challah every Friday. Les femmes chassidiques avec lesquelles je discute ne sont pas dans la remise en question ouverte des rôles féminins, comme on le voit. Il y a une revendication du fait qu'il y aurait des rôles féminins et des rôles masculins. Même si on pourrait en parler plus longuement, il y a quand même une idée qu'il existerait une énergie féminine et une énergie masculine et que les femmes aussi ont de l'énergie masculine, mais il s'agirait de cultiver cette énergie féminine. Mais ne sont pas à proprement parler dans une démarche féministe telle qu'on peut la concevoir traditionnellement en Occident. Elles ne sont pas dans la revendication. Cela n'empêche qu'elles font quelque chose et dans ces faire, une certaine féministe prend place et contribue à refaire l'orthodoxie juive. Donc, je revendique l'idée qui était aussi de Bonnie Morris, mais qui est aussi à la fois dans une certaine sociologie des religions, comme celle qui invoque Sarah Brack. Et ce qui est intéressant de faire quand on s'intéresse à des communautés religieuses, ce n'est pas de comparer ce que ces femmes ne sont pas en train de faire par rapport à une mesure occidentale, donc est-ce qu'elles sont féministes, oui ou non, mais d'aller voir qu'est-ce qu'elles font et comment elles le font. Donc, en fait, toujours en parlant avec Elisabeth, en fait, je vais esquisser comment ces femmes font le genre au quotidien et revendiquent aussi le féminisme dans leur vie quotidienne et comment cela peut s'articuler sur deux niveaux, d'un point de vue plus individuel et d'un point de vue plus, je dirais, collectif, pas parce que c'est un travail collectif, mais c'est un travail qui vient de manière collégiale par le biais de certains cours, comme on les verra. Donc, d'un point de vue plus individuel, Elisabeth, qui, comme je vous le rappelle, pense que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, elle m'a dit quand même au début de notre entrevue que pour elle, c'est vraiment d'entrée de l'entrevue, elle m'a dit, I mean, feminine to me is being able to be judged for what I can do and not for my gender. And it should be something separate. If you're talking to me as a principal, as a counselor, or because you need something about your kids, it should not make a difference if I'm a man or if I'm a woman. Elisabeth travaille dans une école chassidique, dans une poste de direction. Et est la seule femme parmi des hommes. Donc, les écoles chassidiques, même les écoles des filles, sont dans les postes de direction, c'est généralement des hommes, mais elle s'est retrouvée, elle a monté les échelons pendant les années, et elle s'est retrouvée à travailler avec des hommes. Seule avec des hommes. Ce travail implique toute une série d'ajustements très pratiques qui permet le déroulement de son travail dans un contexte qui est généralement caractérisé par la ségrégation des sexes. Donc, elle se retrouve à être physiquement dans des rencontres, dans des salles où elle est la seule femme. Et c'est là, elle le dit, elle la met parfois inconfortable et elle sait que les hommes qui sont là sont autant inconfortables parce que dans la communauté chassidique, c'est une des objets de ma thèse, les gens sont généralement ségrégés. Donc, un des objectifs de ma thèse, c'est d'aller expliciter qu'est-ce que ça veut dire que ces-là sont ségrégés, parce qu'il y a des moments où cette ségrégation n'arrive pas, comme dans les cas d'Elisabeth. Et donc, elle met en place toutes des techniques pour faire en sorte d'être prise au sérieux, mais par les femmes, par les hommes avec lesquels elle travaille, mais aussi pour ne pas les mettre, à l'aise et ne pas les mettre dans une situation encore plus inconfortable. Donc, elle veut être prise au sérieux, mais en même temps, elle ne remet pas en question que les hommes et les femmes ont une certaine manière de se tenir lorsqu'ils sont dans des situations d'éco-présence. De manière plus collective, ces interrogatifs trouvent aussi des réponses et des moments de partage collectif dans la mise en place des cours par et pour les femmes qui se donnent pour objectif d'améliorer les rapports entre, par exemple,
une femme et son époux. Je pense par exemple au cours Woman of Valor donné par Hanny Rosengarten, qui offre aux femmes la possibilité, et je cite du site web, of connecting with your husband and building a much happier marriage. They create a much higher level of intimacy, care, and compassion all the time. Woman of Valor, c'est le titre du cours, will forever revolutionize your relationship to where it feels amazing for you, for your husband, for your family. Donc, c'est grâce à Malky, une autre femme qui est dans la vingtaine, mère de 3 enfants, que je découvre l'existence de ces cours et de tant d'autres qui sont très, très populaires parmi des femmes chassidiques, à la fois à Montréal, mais aussi aux États-Unis et en Israël. Et c'est d'ailleurs des cours qui sont, moi, je vous ai présenté les prises d'écran sont les sites web, mais c'est des cours qui se déroulent soit en Zoom, mais aussi que les femmes peuvent écouter simplement au téléphone, en composant les numéros du Zoom et qui donc connectent des femmes qui se retrouvent au Canada, aux États-Unis, parfois en Europe et en Israël. Donc, Malky, par exemple, c'est une des femmes avec lesquelles j'ai développé une amitié et on a souvent partagé nos expériences en tant qu'épouse et nos difficultés dans le cadre de nos mariages. Et par exemple, une des choses sur lesquelles on s'est retrouvés et on essayé de partager nos expériences, c'est la difficulté de trouver du temps pour écrire. Malky écrit, elle écrit dans des journaux, pareil pour les femmes, qui sont soit des journaux locaux, mais des journaux aussi américains qui circulent dans la communauté ici. Elle a 3 enfants, elle s'occupe de la maison et elle trouvait ça difficile de trouver du temps. Et moi aussi, j'ai pas d'enfant, mais je suis une femme mariée et le fait de trouver du temps pour écrire, c'est quelque chose pour écrire, c'est quelque chose qui me pose défi. Et donc, c'est en discutant de cela qu'elle partage avec moi à quel point ces cours qu'elle prend l'aident à mieux organiser son temps, notamment, par exemple, pendant la période de Pessah, qui comporte tout un travail un travail émotionnel, mais aussi un travail concret à la maison, des préparations des repas, des nettoyages de la maison pour la fête. Elle m'a dit, le fait de prendre ces cours, ça l'a vraiment aidé à mieux s'organiser pour avoir du temps à la fois pour elle aussi. Donc, ça lui apprend à prendre des pauses, à ne pas se mettre trop de pression, à s'organiser autant. Donc, c'est des cours, et elle m'a dit à quel point tout cela, ça lui fait du bien. C'est sûr que c'est des cours qui, encore une fois, ne remettent pas en question le système, ni les rapports hommes-femmes, ou ni le fait que les femmes doivent s'occuper de certaines choses et les hommes d'autres choses. Mais c'est quand même des cours qui met comme tant les cours que les conversations que j'ai avec Malky nous permettent de voir que si on va au-delà du fait d'appliquer, de demander comment elle se situe par rapport au féminisme, il y a des enjeux que les rapports des genres font émerger au cours de leur vie quotidienne et que ces femmes se questionnent par rapport à ces cours, à ces enjeux et qu'elles essayent de trouver des solutions et que des solutions qui demeurent quand même dans un cadre individuel parce qu'on demande un travail sur soi. Donc, on est dans une démarche de partage qui est quelque peu féministe parce que dans ces cours, il y a des moments où les femmes qui donnent les cours, mais aussi qui participent, partagent. Mais ça reste un travail individuel qui est fait sur ça. Mais ça n'empêche que ces questionnements sont là et que des tentatives de trouver des solutions collectives sont en place. Et d'ailleurs, par ces mêmes solutions collectives, les femmes, par exemple, qui donnent les cours, c'est des femmes qui bâtissent leur carrière. C'est des cours, et j'ai mis les prix d'un de ces cours pour vous donner une idée, c'est des cours qui sont vraiment chers. Mais qui sont très populaires et qui fonctionnent. Et c'est des femmes chassidiques qui donnent ces cours. Donc, c'est une ouverture vers un développement d'un certain type de carrière, toujours dans un cadre qui essaie de tenir ensemble une certaine réflexion sur les rapports des genres, mais aussi toujours dans un cadre juif et plus précisément chassidique. Je vais laisser maintenant la parole à Valérie pour que tu nous dises, Valérie, comment tes recherches viennent éclairer un peu ces enjeux. Merci Valentina. Oui, effectivement, donc pour aujourd'hui, je vais rendre compte plus précisément d'une analyse de discours produite par un magazine numérique qui publie en accès libre et public sur Instagram. Ce magazine se veut juif et féministe et il est mené par un collectif de femmes qui suit un cours dispensé par l'association Kollel
sur les textes de Tanakh, du Talmud, de la Halakha, etc. Et je vais essayer de vous montrer ce que j'ai dégagé de ces contenus de discours qui s'articulent autour d'un partage d'objectifs et de moyens que j'illustrerai à l'aide d'exemples. Alors, parmi les objectifs que j'ai pu noter, il y a l'aspiration à une double émancipation dans la vie religieuse et au sein de la société. Donc, dans la vie religieuse, le but, là, est d'atteindre une égalité homme-femme de façon claire quant à l'étude et à l'accès au texte, ce qui revient en fait pour elle, pour ce collectif, à acquérir une autonomie et une relation directe au texte sans la médiation des hommes. Cette égalité favorise l'émergence d'un leadership masculin qui est à même de faire connaître son interprétation, de produire du discours qui peut constituer des ressources pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Tout en recherchant l'égalité dans le domaine religieux, cet objectif d'égalité est aussi recherché dans la société, au sein de la famille et de leur communauté, en faisant preuve d'ailleurs de soutien à d'autres communautés, que ce soit les communautés de sexe, de race ou de genre, et en faisant preuve de sororité. Cette double émancipation vise donc une égalité pour tous. Du point de vue des moyens qui sont mis en œuvre pour tenter d'atteindre ces buts, ces moyens s'articulent autour de 3 idées fortes que je voudrais souligner. La première, c'est le partage de connaissances donc pour savoir. Donc ça consiste à connaître les textes qui font autorité, mais qui sont réinterprétés à l'aune d'une nouvelle traduction ou d'une recontextualisation, à faire connaître d'autres textes un petit peu moins connus, à connaître les us et coutumes liés aux fêtes, et à connaître aussi les préjugés religieux qui sont limitants pour les femmes. La deuxième idée forte est le partage d'argumentation pour pouvoir, car il faut pouvoir argumenter pour légitimer leur aspiration et montrer en quoi elles sont respectueuses de la halakha. Donc le collectif va mettre à disposition de ses lectrices comme une boîte à outils qui est composée d'arguments. Et la dernière idée forte, c'est le partage de propositions d'action pour agir. Le collectif propose de nouvelles pratiques, du soutien et des encouragements à l'autodétermination en insistant sur l'idée que c'est leur choix, ça leur appartient. Et ça, c'est quelque chose pour ce collectif qui est vraiment très important et qui revient à de nombreuses reprises. Alors voici quelques exemples d'actions. Aborder les mêmes textes que les hommes, mettre en place un même système d'entraide financière que les hommes connaissent quand ils étudient, rendre les rituels le plus possible inclusifs, tout comme les lectures, mettre en avant des figures bibliques féminines et légitimer la place des filles, des femmes dans leur communauté. Donc le magazine est à la fois un petit livre didactique, un manuel, qui va présenter des notions essentielles du judaïsme, du féminisme, et un guide qui développe toute une stratégie d'empouvoirment, d'agentivité pour avoir la capacité d'agir, qui est donc basée sur le triptyque connaissance, argument et action. Donc, les 2 exemples concrets qui pourraient illustrer ces propos que je retiens ici, c'est les discours qui sont tenus autour de la fête de Pâques d'une part et celui sur la charge mentale d'autre part. Donc, en ce qui concerne la fête de Pâques, l'objectif qui est annoncé à travers ce magazine, c'est de proposer de vivre de façon le plus féministe possible. Donc, ça va se concrétiser dans le domaine de la connaissance par la diffusion d'un savoir sur des figures féminines en complément à des figures masculines. Du point de vue de l'argumentaire, le magazine encourage ses membres à réfléchir sur ce qu'est la liberté, à recourir à un avis d'un rabbin séfarade comme Maïmonide par exemple, ou à s'appuyer sur des traditions existantes d'autres communautés qui ont des pratiques plus inclusives ou encore inclusives pour participer, par exemple, comme les hommes, au conte du Homère, qui est un commandement de la Torah. Et en pratique, le magazine propose, lors du rituel, de dédier des verres de vin à des femmes bibliques ou contemporaines et de s'accouder, comme c'est l'obligation pour les garçons et les hommes. Autre exemple, c'est celui de la charge mentale. Donc, dans le cadre des fêtes juives, le collectif parle beaucoup de charge mentale. Il reprend le terme qui est issu de la sociologie, il le définit, il donne des exemples, évoque quelles pourraient être les conséquences pour les femmes, la famille et la société, et surtout, il resitue le
concepts en contexte juif orthodoxe, en parlant des faits, des causes et des conséquences, comme par exemple l'inégalité entre les hommes et les femmes. En parlant de charge mentale, le collectif invite à consulter des références séculières en incitant à aller plus loin sur ce que ça représente pour comprendre par exemple ce que sont la charge sexuelle, la charge émotionnelle ou la charge contraceptive. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il incite à se référer à titre individuel aux études académiques, scientifiques sur le sujet, et dans la vie à deux, le collectif suggère de préférer le dialogue. Donc à travers ces deux exemples, la fête de Pâques, la façon de gérer la fête de Pâques et la façon de gérer la charge mentale, on peut observer un phénomène qui est appelé celui de la pollinisation croisée. C'est un terme qui a été utilisé par un collectif de chercheuses féministes québécoises qui repose sur le principe d'une récolte d'idées et de pratiques qui sont transportées et qui pollinisent un autre milieu qui est propice et qui favorise une reproduction dans différents groupes. Donc on le voit à travers l'idée de rendre les fêtes plus féministes, mais aussi par le maniement de concepts ou de notions comme celle de la charge mentale, mais aussi de la sororité, de l'intersectionnalité, de la performativité, du consentement sexuel, d'une parentalité qui est moins essentialiste et plus fluide, des notions qui sont mobilisées vraiment tout au long de leur production de discours. Donc pour conclure sur ce que propose le magazine, on peut voir que le collectif offre une expertise religieuse, doublée d'un savoir profane, qui est fondée sur un féminisme revendiqué, ancré dans la société française et ouverte sur les autres et sur le monde. Cette proposition s'inscrit dans un souci de légitimation en tant que caractéristique endogène du pouvoir, en s'inscrivant dans une hérédité et dans le but de faire autorité par sa force intrinsèque. Le collectif contribue aussi à construire une identité religieuse en devenir, une identité locale, qui est le fruit à la fois d'une adaptation à un contexte local, mais aussi le fruit des effets des dynamiques d'homogénéisation inhérents au processus de globalisation. Et le collectif propose une nouvelle forme d'autorité religieuse de type horizontal, dans la mesure où la production du discours est collective. Et enfin, le collectif construit une communauté interprétative dans laquelle des individus qui ne font pas partie du même contexte religieux peuvent se sentir connectés à travers une communauté de discours partagés et par la création d'un espace complémentaire à la communauté hors ligne. D'ailleurs, cette communauté au sein de laquelle les propos équivalent à des actions perçues, vues, voulues comme libératrices et transformatrices de vie, qui vont théoriser pour donner du sens à partir de leur vécu, à partir d'une pensée critique, de réflexion et d'analyse, me font penser à la théorie comme pratique libératrice de Bell Hooks. Pour conclure, nous ne voulions pas nous quitter sur l'énoncé de quelques différences, mais aussi montrer ce qui pouvait les relier et qui apparaissent sur des points qui apparaissent sur le slide. Donc, ce qui les relie, c'est que ces femmes, aussi bien celles étudiées par Valentina que celles qui se situent en France dont je vous ai parlé, s'inscrivent dans des orthodoxies juives. Elles contribuent à la transnationalisation des idées parce qu'elles font intervenir et elles sont en relation avec des femmes qui vivent la même chose qu'elles à différents points du monde, aux États-Unis, en Israël, dans d'autres pays d'Europe. Elles sont, comme on l'a vu, en interconnexion technologique. Et à travers ces interconnexions technologiques, même si ce ne sont pas les mêmes à Montréal ou à Paris, eh bien, elles contribuent ainsi à élaborer une communauté virtuelle qui fait une communauté de sens. Voilà. Je vous remercie et nous en avons terminé pour notre présentation. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette super présentation.